Bonjour, Nicolas Bazinet. Est-ce que vous m'entendez correctement? Le son, est-ce qu'il est bon? Si vous pouvez me mettre... Oui, super. Merci beaucoup. Très bien, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions. Bon, super. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une petite introduction rapide sur Bourse Direct, comme toujours, avec le côté réglementaire. Donc, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Nicolas Bazinet, directeur du développement du service épargne. On accompagne les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Pour cela, nous sommes aujourd'hui ravis de recevoir BDL Capital Management pour vous parler des perspectives 2024 et de vos fonds et des fonds BDL. Donc j'aime bien avoir de vous présenter à des particuliers une présentation assez professionnelle, qui, comme elle est faite régulièrement auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des institutionnels. Et je vais essayer d'intervenir pour essayer de vulgariser quand je sais que certains clients comprennent pas pour une meilleure compréhension. Donc sinon, tout d'abord, Bourse Direct est agréé par la CPR, supervisé par l'AMF. Bourse Direct, d'un prestataire en service en investissement, nous faisons la réception transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositaires et teneurs de compte pour les comptes titres PEA et PEA-PME de nos clients. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, de plans d'épargne de retraite, et donc dont les deux contrats d'assurance vie BD BD Horizon de Generali et d'Apicil. Nous sommes et donc on retrouve les fonds BDL sur les comptes titres, les PEA, mais aussi sur les contrats d'assurance vie que nous occupons. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil, dont la location. Nous allons aborder des points généraux et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit pas avoir la performance passée pour unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le support, les avantages et les risques. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer pendant la durée de ce webinaire. Bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques, nous allons vous parler ici. Il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits, des OPCVM pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au prospectus, au DIC, afin de prendre votre décision finale d'investissement. Et le service d'épargne est aussi à votre disposition pour toute réponse, questions complémentaires. Toujours tenir compte des performances passées, que les performances passées ne préjugent rien des performances à venir, que nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Donc, vous avez déjà vu qu'il y avait une petite foire aux questions. Enfin, vous pouvez poser vos questions. Alors aujourd'hui, on a des problèmes techniques parce qu'on n'a qu'un ordinateur pour 3. Et je vais donc passer la parole, mais je vais essayer de trouver une solution pendant ce temps-là. Donc, je vais pas voir vos questions. Donc, on va essayer de répondre au fur et à mesure sans perdre le fil de ce qu'on veut présenter. Et c'est juste de voir s'il y a une question qui est en relation, que vous arrivez à la lire en relation avec ce qui est dit pour essayer d'expliquer un tout petit peu plus. Voilà. Donc merci d'être avec nous. Je passe la parole à Olivier Mariscal qui s'occupe du. Alors les slides, tu les passes comme ça. Voilà. Boum, boum, boum. Voilà. Donc Olivier, à toi. Bonjour à tous. Merci à toute l'équipe de Bourse Direct de nous avoir conviés à cet événement de rentrée. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter BDL Capital Management et nos perspectives 2024 sur les marchés actions. Nous sommes une société de gestion française et indépendante de 39 personnes et nous sommes que sur les grandes capitalisations européennes, donc plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, plus de 5 milliards de capitalisation. Donc, quelques slides pour vous présenter la maison, nos fonds qui sont bien sûr référencés chez Bourse Direct. Et par la suite, je suis accompagné d'un gérant qui vous présentera les perspectives sur les marchés actions selon nous pour 2024. Et on finira par vous montrer les positions que nous avons actuellement en portefeuille et on prendra bien sûr vos questions. Donc, en 2 mots, là, on a essayé de mettre l'ensemble des classes d'actifs
et de montrer juste que les actions restent sur le long terme un investissement générateur de performance et que les Français sont sous-équipés en actions et donc justement l'intérêt d'aller sur les marchés actions et sur le long terme. Les actions aussi, pour introduire le sujet, c'est un couple rendement liquidité qui est très intéressant, qui rapporte plus sur le long terme. On a comparé à gauche le CAC 40 versus une SICAV monétaire sur différentes périodes, d'un mois, de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et on voit bien que les actions sur le long terme surperforment des SICAV monétaires. Donc le monétaire est intéressant peut-être sur des périodes de court terme, mais à un moment, se positionner sur les marchés peut être générateur de performance. Et aujourd'hui, attention aussi, il y a beaucoup de produits, beaucoup d'actifs. Nous, on attache une importance particulière à la liquidité. Les actions font partie de ce couple qui permet d'avoir de la performance et des liquides, puisque les fonds actions et celui qu'on va vous présenter aujourd'hui a une valorisation quotidienne, donc vous pouvez rentrer et sortir quotidiennement sur ce fonds. En outre, le fonds qu'on va vous introduire aujourd'hui, BDL Rempart, donc qui est éligible à l'offre Bourse Directe avec 0% de frais d'entrée, est décorrélé de l'ensemble des classes d'actifs et on y reviendra avec notre gérant. Donc, quand vous regardez par rapport au pétrole, l'immobilier, le monétaire, l'obligataire et même le marché action, puisque BDL Rempart est un fonds de gestion alternative dit long short, vous verrez, de par l'exposition et les outils qu'on emploie, on est décorrélé de l'ensemble des classes d'actifs. Donc, ce fonds peut typiquement rentrer dans une allocation type assurance vie et une brique à part décorrélante de l'ensemble des autres classes d'actifs que vous pouvez détenir en portefeuille. Sur la maison BDL, donc comme je vous le disais, une quarantaine de professionnels, c'est plus de 17 analystes gérants, c'est la plus grosse équipe et on a beaucoup déployé aussi sur les outils techniques puisque les marchés sont de plus en plus techniques. C'est plus de 1000 rencontres avec les entreprises. On fait ce qu'on appelle du stock picking, donc on va venir sélectionner des titres, des actions, une par une pour construire un portefeuille. Et donc ça, vous allez le voir par la suite. Donc il n'y a pas d'autre moteur de performance que investir dans des entreprises. On aime dire qu'il n'y a pas de meilleur investissement que l'entreprise. Ça, c'est des rencontres, vous voyez, qu'on fait avec les entreprises sur le terrain pour bien comprendre notre écosystème. Donc, on va aller visiter, bien sûr, les entreprises dans lesquelles on est investi, mais aussi leurs concurrents, comprendre la chaîne logistique et essayer de comprendre tout l'écosystème. Même si on investit qu'en Europe, on se déplace aux États-Unis et en Asie pour comprendre, par exemple, l'univers des puces électroniques. On va se déplacer aux États-Unis pour comprendre l'environnement des porte-containers. Tout ça nous permet de bien comprendre aussi l'Europe. On est dans un monde qui est international, donc c'est très compliqué de comprendre l'Europe sans comprendre ce qui se passe et les enjeux mondiaux. Je prends en même temps au passage des questions. Éligible PEA, non. Alors, on a un autre fonds BDL Conviction qui n'est que, on va y revenir, la poche longue du fonds BDL Rempart qui, lui, est éligible. BDL Conviction est éligible au PEA. Le fonds qu'on vous présente là, le long short, n'est pas éligible au PEA parce que on ne peut pas shorter dans un PEA, donc faire de la vente à découvert. Donc, voilà, il n'est pas exposé. On me dit les codes ISIN. Alors ça, vous le verrez, vous rentrez BDL Rempart ou BDL Conviction dans la barre de recherche de Bourse Directe et vous pouvez trouver directement nos noms. Et puis, de toute façon, on vous les communiquera aussi par la suite. Sur notre philosophie d'investissement, nous, on aime investir dans des bons modèles économiques et surtout au bon prix. Le bon modèle économique, normalement, toute société de gestion essaye de le faire. Donc, aller sur des entreprises qui ont des barrières à l'entrée, qui ont des cash flows récurrents, une croissance rentable, une bonne qualité de management. Nous, ce qu'on fait aussi, attention, c'est au prix. Donc, vous le verrez quand vous verrez nos titres investis. On est très peu sur des thématiques de croissance technologique, que ce soit Europe ou US, parce qu'on fait attention aux valorisations. Donc, on va essayer d'aller chercher des entreprises qui sont sous-valorisées par rapport à leurs fondamentaux, par rapport à leur bilan et à leur compte de résultat. Et on va essayer de créer de la valeur sur ça. Donc justement, le prix est très important pour nous dans cette approche patrimoniale. Et là, rapidement, comme je vous le disais au début de la présentation, les outils sont de plus en plus techniques. Les marchés sont de plus en plus techniques, donc nos outils ont dû s'adapter. Et aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle des stress tests. On suit l'environnement de la gestion passive, dite ETF, que vous devez connaître. On regarde sur les moteurs de recherche type Baidu, Google, si les mots sont très recherchés pour voir sur certains secteurs comme le luxe, s'il y a une consommation qui est soutenue ou qui ralentit. Et donc, tous ces outils nous permettent justement de mieux gérer les marchés qui, comme je le disais, ne dépendent plus que des fondamentaux aujourd'hui.
La performance, Nicolas le présentait au début, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on va vous montrer un petit peu les performances de ce fonds depuis 18 ans. Juste pour ceux qui ne connaissent pas la gestion alternative, donc on est sur un fonds long short, donc il y a deux moteurs de performance, une poche longue qu'on appelle la poche acheteuse. Ça, c'est ce que vous retrouvez dans la majorité, dans 99% des fonds dans lesquels vous devez être investi. C'est on mise sur un cours de bourse qui est sous-évalué et nous on pense que ce cours va monter. Donc ça, c'est la poche acheteuse. C'est ce que vous faites sur un compte titre par exemple aussi. Et on a également cet autre moteur de performance qui est une poche vendeuse. Donc là, on mise sur la baisse du cours de bourse de l'action. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas de barrière à l'entrée, parce que son modèle économique n'est plus adapté au monde actuel, parce qu'elle a trop de dettes, en tout cas des cours de bourse qui vont décevoir. Et nous pouvons aussi, par des mécanismes qu'on va vous expliquer, gagner de l'argent et générer de la performance lorsque l'action baisse. Et donc, ces deux moteurs doivent, sur le long terme, nous générer de la performance. Et donc, voilà aujourd'hui BDL Rempart. Son historique de performance depuis le 2005, ça a été le premier fonds long short en France en 2005. Donc, il a vraiment un gros historique de performance. Là, vous le voyez par rapport au stock 600. La courbe bleu foncé, c'est le fonds BDL Rempart qui est donc disponible chez Bourse Direct. Sur les 3 dernières années, c'est 12% de performance annualisée nette de frais. C'est 6% de performance en 2023 et comme vous le savez, ce n'est pas écrit sur le slide, mais 2022 a été une année compliquée sur les marchés, autour de moins 10, moins 12%, et le fonds a généré plus de 15% grâce surtout à sa poche short. D'où l'intérêt d'avoir cette brique dans des marchés qui sont très volatiles, incertains. Avoir une brique de gestion alternative peut être générateur de performance, comme vous le voyez là. Et donc, je vais passer la main maintenant et ce fonds a aujourd'hui 1 milliard d'encours. Je vais passer la main à notre gérant, Laurent Chauderge. Merci beaucoup, Olivier. On a réussi à retrouver un deuxième écran, donc c'est un peu mieux et je réponds aux questions au fur et à mesure. Donc, vous recevrez la présentation, donc c'est à la fin du webinaire, la présentation s'envoie automatiquement, donc vous inquiétez pas là-dessus. Et il y aura un replay aussi d'accessible. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Il y avait juste une question. Est-ce que c'était l'indice de référence Eurostock 600? Est-ce que c'est un dividende réinvesti ou pas? Donc, c'est un indice qui est celui-là. En fait, c'est un long short. Donc, parce que c'est un long short, c'est pas un dividende réinvesti. D'accord. Par rapport à BDL Conviction, comme dit Olivier, la poche longue, où là, c'est bien le stock 600 dividende réinvesti. D'accord. Donc, je vais vous présenter, bonjour à tous, je vais vous présenter rapidement ce qu'on pense des marchés et de la macroéconomie en ce moment, et puis ensuite vous montrer comment est constitué aujourd'hui le fonds BDL Rempart. Donc, on a appelé cette partie-là trou d'air parce qu'il y a un petit trou d'air à passer en termes de ralentissement économique, et ensuite ça devrait s'améliorer, et ça va être juste un trou d'air et pas une récession, et ben, on va vous expliquer pourquoi. Donc, pourquoi un trou d'air déjà? Parce qu'en fait, on est en train de purger les problèmes de stockage qu'on a depuis la sortie du Covid. À la sortie du Covid, il y avait des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Les entreprises ont eu peur de ne pas pouvoir livrer leurs clients et donc elles ont commencé à acheter rapidement des stocks, quitte à faire des stocks de précaution. En plus de ça, à l'époque, le coût de l'argent a été nul et donc ça ne coûtait pas grand-chose de faire des stocks. Une fois qu'on a passé cette phase-là, on est rentré dans une phase de déstockage qui a commencé l'année dernière, mais qui n'est pas terminée. Les fabricants, eux, ont purgé leurs stocks, mais il reste encore des stocks chez les distributeurs. Et comme la demande finale est ralentie, ça met du temps à purger ces stocks. Donc, on va avoir un quatrième trimestre de publication de résultats et un premier trimestre où le chiffre d'affaires des sociétés devrait être un petit peu timoré à cause de ce déstockage. Donc, la traduction financière de ce déstockage, en fait, c'est qu'on va assister à une pression sur les marges, sur la rentabilité des entreprises européennes sur le premier trimestre, voire le premier semestre. Comme le montre le graphique à droite, on va avoir des volumes chez les entreprises un petit peu en baisse à cause de ce déstockage. Les prix devraient rester stables parce qu'ils ont déjà beaucoup monté les dernières années. Et en face, sur ma base de coûts, certes, les matières premières ont baissé, donc les coûts baissent, mais à côté, les salaires continuent de monter et les frais financiers montent beaucoup avec la hausse des taux. Donc, pincement de marge sur le premier semestre. Mais on voit 3 stabilisateurs économiques qui nous font penser qu'une fois passé ce trou d'air, l'économie peut repartir. Le premier stabilisateur, si vous vous souvenez, c'est les grands plans de relance qui ont été mis en place suite au Covid et qui ne sont pas du tout terminés. On a fait un petit travail
sur le plan de relance, le Green Deal européen de 600 milliards. Et vous regardez à droite, en fait, pour l'instant, on n'a dépensé que 40 milliards sur ces 600 milliards. Et une partie de ces plans-là termine en 2026, ce qui veut dire que les dépenses vont augmenter multiplier par 4 potentiellement pour vraiment saturer tous ces plans de relance. Donc ça, c'est le premier stabilisateur économique. Deuxième stabilisateur économique, c'est restauration des marges des banques centrales pour baisser les taux. À gauche, on vous montre les tendances en termes d'inflation annualisée dans les grandes zones, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou l'Angleterre. Vous voyez que l'inflation descend rapidement et l'inflation s'approche de l'objectif des banques centrales de 2%. À droite, ce qu'on vous montre, c'est les taux réels, donc c'est-à-dire le taux de la banque centrale moins l'inflation, et on voit son évolution. Et en orange, vous voyez que si l'inflation atteint 2%, le taux réel de la Banque centrale européenne est très élevé, à quasiment 2,5%, un des plus hauts depuis 30 ans. Ça veut dire que sa politique devient très restrictive et donc elle a beaucoup de marge pour baisser les taux rapidement si besoin, si l'économie ralentit trop vite. Et c'est le même cas aux États-Unis. C'est pour ça que pour nous, la politique monétaire devient un deuxième stabilisateur. Et un troisième stabilisateur, c'est ce qui se passe sur les salaires des citoyens européens. En fait, pendant 2 ans, vous avez eu tellement d'inflation que même s'il y avait des hausses de salaire, le consommateur perdait du pouvoir d'achat. Et ce qui se passe en 2024, c'est qu'il y a toujours des hausses de salaire à un moment où l'inflation ralentit. Donc, on retrouve du pouvoir d'achat. Et souvenez-vous que les dépenses des consommateurs européens, c'est 50% du PIB en Europe. Donc, ça va stabiliser la demande et donc le PIB. Et ensuite, du côté des marchés financiers, là aussi, on voit des stabilisateurs. Le premier, c'est la valorisation du marché européen. Donc, c'est un marché, il n'y a pas de bulle financière excessive. Le marché se paye à peu près 12 fois les bénéfices. C'est sa moyenne historique sur 30 ans. Et le marché européen, en plus de ça, est très décoté par rapport à quasiment tous les autres marchés, et notamment le marché américain. Donc là, il y a un soutien de valorisation sur le marché. Premier stabilisateur. Deuxième stabilisateur, c'est les flux. On a vu en 2023, et vous l'avez vu vous aussi, des flux très conséquents, voire colossaux, sur les SICAV monétaires au fur et à mesure que les taux d'intérêt remontaient. On calcule qu'il y a eu 1300 milliards de dollars de flux dans les SICAV monétaires. Ces flux-là, si les taux rebaissent, ont vocation à sortir des SICAV monétaires potentiellement, revenir sur le marché action. Ce qu'on vous montre sur les graphes de droite, avec les petits diagrammes bleu ciel, c'est des périodes où il y a des forts rachats sur les SICAV monétaires, et vous voyez qu'à chaque fois, ça coïncide avec une hausse des marchés d'actions. Donc là encore, un stabilisateur sur les marchés. Dernier stabilisateur, vous savez que le cycle des fusions-acquisitions fait beaucoup de hauts et de bas historiquement. Là, on est sur un point bas de quasiment 30 ans. Vous voyez la courbe jaune en bas à droite. En général, derrière, ça repart, d'autant plus que si les taux baissent, le financement des rachats d'entreprises sera plus facile et donc les acquisitions devraient repartir. Quand les acquisitions repartent, en général, le marché action repart aussi. Les gens sont plus enthousiastes, ils voient que des entreprises payent 30-40% de primes sur d'autres entreprises et donc le marché repart. Donc voilà, 3 stabilisateurs économiques et 3 stabilisateurs sur le marché pour passer ce trou d'air. Dernière chose très importante et encore plus pour BDL Rempart, comme l'a dit Olivier, BDL Rempart, c'est un long short. On achète des entreprises qui nous paraissent pas chères et on vend des entreprises qui nous paraissent très chères. Ce qu'on vous montre là, c'est une segmentation du marché européen. En bleu foncé, les entreprises pas chères. En rouge foncé, les entreprises très chères. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a à la fois beaucoup d'entreprises pas chères et beaucoup d'entreprises très chères. Donc, on a une configuration extrêmement intéressante pour notre stratégie de fonds long short. Alors maintenant, si je passe à la traduction de ces perspectives dans nos portefeuilles, on a segmenté le portefeuille, pour le simplifier, sur plusieurs grandes thématiques. Ce qu'on appelle les métiers résilients, c'est-à-dire des entreprises qui ont des métiers qui ne sont pas trop sensibles à l'économie. Les mégatrends, c'est-à-dire des métiers comme dans la transition énergétique ou le digital. Des grands leaders cycliques, l'énergie et les financières. Aujourd'hui, comme on a parlé de ce trou d'air, on fait en sorte d'avoir une bonne partie du portefeuille sur soit des métiers résilients, soit les mégatrends. Donc, on a 55% du portefeuille qui devrait facilement passer ce trou d'air. Là, je vous ai mis le détail des sociétés en portefeuille de BDL Rempart dans la poche longue. Vous retrouvez à gauche métiers résilients, mégatrends, etc.
Au milieu, vous avez toutes les sociétés en portefeuille et à droite, les valorisations de ces sociétés. Vous voyez qu'en moyenne, effectivement, le portefeuille achète des sociétés peu chères à peine 10 fois les bénéfices. Si on regarde un petit peu l'historique du portefeuille BDL Rempart sur la poche longue, vous voyez qu'on est sur un point bas en termes de valorisation, 10 fois les bénéfices. Donc ça, historiquement, c'est une bonne source de profit futur. Deuxièmement, le portefeuille a quasiment pas de dette, un ratio très faible de dette sur les profits opérationnels des entreprises. Donc pas cher, pas de dette. Et troisièmement, un rendement du dividende. Donc vraiment, si vous avez le fonds, combien de dividendes? Un peu plus de 4% par an, 4,3%. Donc vous voyez, c'est à la fois plus que les SICAV monétaires ou les contrats en euros. Je vous donne juste un cas d'investissement pour montrer un petit peu comment on raisonne. Donc vous avez vu dans le portefeuille, on est actionnaire de l'entreprise Saint-Gobain. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans les matériaux de construction et qui est active dans tout ce qui est construction de bâtiments et rénovation des bâtiments. Pourquoi on est actionnaire de cette société? Tout d'abord parce que suite au changement de management, le groupe est en vraie transformation. Des décisions importantes ont été prises pour remanier le portefeuille d'activités, sortir des activités non profitables ou des activités où Saint-Gobain n'est pas un leader. Vous voyez qu'ils n'ont pas hésité à vendre pour plus de 2,5 milliards d'actifs, plus 2,4, donc au total 5 milliards, et ils ont réinvesti dans des secteurs qui sont plus porteurs, comme la chimie notamment et les matériaux de construction. Donc le groupe a drastiquement changé depuis 3-4 ans, ça continue. C'est la première thèse de notre investissement puisque transformation du groupe et je vends les activités peu rentables, j'achète des activités plus rentables. Aujourd'hui, le nouveau Saint-Gobain, il est beaucoup plus exposé en Amérique du Nord, qui est historiquement un marché plus porteur, et il est beaucoup plus exposé à la rénovation. C'est 50% de son chiffre d'affaires qui est lié à la rénovation des bâtiments, et ça, c'est très important, et c'est le gros changement par rapport aux 15 dernières années. Vous savez qu'avec la transition énergétique, il faut absolument rénover les bâtiments, puisque c'est le deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour vous donner une idée, historiquement, en Europe, on rénove chaque année 1% du parc de bâtiments. Il faut qu'on passe à 3% pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'Europe en termes de réduction de CO2. Donc, il y a une accélération structurelle et tendancielle des activités de Saint-Gobain. Enfin, la traduction financière de tout ce que je viens de dire, c'est que Saint-Gobain, comme il est leader sur ses métiers, il a ce qu'on appelle du pricing power, une capacité à augmenter ses prix. Vous voyez sur le graphe en haut à gauche que depuis 2019, les prix ont augmenté de plus de 20%. Cela se traduit notamment par une augmentation de la rentabilité de la société à droite et un désendettement en bas à gauche. Tout ça pour une valorisation qui est très attractive à moins de 10 fois les bénéfices. Donc, c'est exactement le type d'investissement qu'on cherche à avoir dans BDL Rempart. Je vais maintenant passer au portefeuille short, qui est vraiment la spécialité de BDL. Donc, pourquoi c'est très important et c'est très différenciant d'avoir cette poche short en plus de la poche longue. Là, on vous montre un exemple et on vous montre que depuis 3 ans, BDL Rempart fait 44% de performance quand l'indice européen fait 29%. Donc, ça fait 15% de plus de performance que l'indice. Mais ce qui est important, c'est que sur ces 15%, 10%, à savoir 2/3 de ça, vient de la poche short. Donc, on voit bien que ce moteur-là est clé dans la performance de BDL Rempart. Alors, pour vous donner une idée, ce qui est important et l'intérêt notamment du short, c'est de bénéficier de la baisse des titres, comme l'a dit Olivier, et parfois, il y a des très fortes baisses. Là, ce qu'on vous a mis, c'est les plus fortes baisses sur une journée, sur l'année 2023, sur les grandes sociétés européennes. Il y en a une vingtaine, et vous voyez, les cases rouges, c'est toutes les sociétés qu'on avait en portefeuille, donc pour parier sur la baisse des titres au moment où ça s'est passé. Donc, on a eu 25% des plus grandes baisses sur une séance qu'on avait en portefeuille. Donc, ça vous montre qu'on arrive à repérer certaines de ces sociétés. Là, je vais passer 2 minutes pour vous expliquer quelque chose qui est important, qui est un petit peu technique, mais qui va vous montrer que gérer une poche short, c'est un vrai savoir-faire. Ce qu'on remarque aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est qu'à la fois, ils deviennent plus complexes et que les journées où les titres qui sont très fortement vendus à découvert montent beaucoup, augmentent. Donc, il y a de plus en plus de journées où, si jamais vous avez des titres qui sont déjà très vendus à découvert, ils vont montrer très fort et ça va vous faire très mal sur votre poche short.
Donc, il faut arriver à identifier ces journées-là et à les gérer en termes de risque dans votre portefeuille. Ce qu'on a développé, c'est deux choses. Premièrement, c'est au niveau de chaque entreprise européenne, des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si l'entreprise est très risquée, au sens où il y a beaucoup de shorts sur ce titre. Et donc, si jamais le marché remonte, les shorts vont pouvoir se racheter et ça pose un gros risque. Donc, à quel point la société est toxique ou pas pour la shorter à un instant donné. On a pris Ocado, qui est un distributeur en ligne anglais, et vous voyez qu'à aujourd'hui, c'est dangereux de shorter Ocado. C'est pour ça qu'on n'en a pas en portefeuille, parce que tous ces indicateurs sont proches du maximum de 100%. Donc, titre par titre, on va savoir est-ce que le titre est toxique à un moment donné ou pas. Ensuite, on a un indicateur au niveau du marché lui-même, à savoir est-ce qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir des shorts ou c'est trop dangereux. Et on a trois phases possibles. La phase verte où tout va bien, on peut effectivement avoir pas mal de positions short dans le portefeuille. La phase intermédiaire de zone prudente, ça va, mais il faut faire attention, réduisons un petit peu la voilure. Et la phase très risquée, où là, il faut éviter d'avoir des titres très shortés parce que le marché est dangereux. Pour vous montrer une application pratique de ce que je dis là, je vous ai repris l'année 2023 et en fait, on l'a segmenté. Il y a trois périodes importantes dont vous devez vous souvenir. Vous vous souvenez, en début d'année, il y avait la réouverture de la Chine. Vous voyez en rouge foncé, le marché a monté fortement, mais en bleu clair, les titres qui étaient les plus shortés ont monté beaucoup plus. Donc, si vous détenez ces titres dans la poche short, vous allez fortement sous-performer. Deuxième période similaire, c'était au moment de juillet, quand il y a eu les négociations sur le plafond de la dette américaine et quand elles ont été résolues, le marché a fortement monté. Là encore, les titres très shortés ont encore plus monté, donc très dangereux. Et troisième période, vous vous souvenez, fin d'année, le pivot de la Fed. Là encore, les marchés sont surpris, c'est très positif, le marché monte fortement, les positions short encore plus. Notre indicateur, il vous montre que on a identifié deux de ces grandes périodes, c'est-à-dire la période 2 et la période 3. Vous voyez que notre indicateur indiquait un marché très dangereux pour les shorts. Et sur la période 1, il n'indiquait pas très dangereux, il indiquait prudent quand même, parce que ce n'est pas non plus une martingale. Mais c'est pour vous montrer que c'est un indicateur qui permet quand même de qualifier la dangerosité du marché à l'instant T. Et une illustration pour une valeur donnée, donc je vous ai parlé d'Ocado, on vous a remis Ocado là. Vous voyez, en rouge foncé, c'est le cours de bourse d'Ocado, et en bleu, c'est son indicateur de toxicité pour être short. Et ce que vous voyez, c'est que on a coupé notre position short au moment où l'indicateur bleu clair est passé dans la zone orange, à savoir, attention, le score d'Ocado devient très élevé, toxique, il faut couper la position. Et bien nous en a pris, parce que vous voyez derrière qu'il y a une hausse de 40% du titre. Donc voilà, c'est ce genre d'indicateurs qu'on développe et qui sont nécessaires pour avoir une gestion des risques appropriée d'une poche short, qui se gère différemment d'une poche longue. Là, on a le portefeuille de la poche short. Malheureusement, pour des raisons confidentielles, et vous comprendrez, on ne peut pas vous divulguer toutes les positions en portefeuille qu'on a de short. Ce qu'on peut vous dire en haut à gauche, c'est qu'on a soit des positions individuelles, soit des paniers de valeurs. Et on a notamment en ce moment un panier de valeurs qu'on nous considérons très cher et qui devrait baisser. Juste pour avoir quand même un ou deux exemples, on a des sociétés qu'on a en plus short parce qu'elles ont des bilans tendus ou une comptabilité agressive. On peut citer par exemple Valeo. On peut avoir des sociétés qui sont des sociétés conceptuelles mais qui font peu de profit et qui sont bien trop chères. On peut citer par exemple Tesla. Et puis, on peut avoir des sociétés qui pâtissent d'un trou d'air, d'un ralentissement conjoncturel. Là, on a mentionné le risque Chine. Donc, par exemple, le luxe est en train de pâtir un petit peu du non-rebond chinois. Et on peut avoir une société comme Moncler, par exemple, qui nous paraît très chère et qui, en plus, fait face à ce ralentissement conjoncturel. On avait juste une question à un moment qui nous posait comment vous investissez pour shorter les institutionnels, comment vous faites pour shorter. Vous passez, donc vous avez dit tout à l'heure, par des paniers qu'on trouve sur les marchés, mais vous n'utilisez pas le SRD. Non, alors ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des prime brokers. Donc c'est les prime brokers, c'est nos contreparties, donc qu'on peut utiliser et avec lesquels on va faire ce qu'on appelle des CFD ou des swaps. Et c'est par cet intermédiaire-là qu'on va pouvoir vendre à découvert. Très bien. Voilà, donc pour résumer, et après on peut répondre à plus de questions, on avait fait un webinaire en novembre. À l'époque, on disait sur les entreprises,
attention, il y a encore 6 mois de déstockage, notamment chez les distributeurs. Je vous en ai parlé en début de présentation. Le sujet est toujours là, vous avez vu. Il devrait être terminé au courant premier trimestre. Le marché. En novembre, on avait plusieurs signaux d'achat très forts et un marché favorable au stock picking. Bon, c'est ce qui s'est passé. Le marché a fortement rebondi, aidé par le pivot de la Banque centrale américaine. Aujourd'hui, on va dire les signaux sur le marché sont plutôt neutres, ni très acheteurs, ni vendeurs. En revanche, c'est toujours très favorable au stock picking. On vous l'a montré avec notamment ces sujets de dispersion dans les valorisations. Et sur nos fonds, en novembre, on vous l'a montré là aussi, entre la valorisation et le dividende, on pensait avoir une des meilleures poches longues qu'on a eues depuis 2016. Et puis, on avait cette poche short pour arbitrer les dispersions. Aujourd'hui, on pense, et j'espère qu'on vous l'a montré, que la poche longue plus la poche short, on est bien positionné pour naviguer ce trou d'air et, comme on l'a dit, préparer l'été avec une reprise à partir du deuxième trimestre. Merci Laurent. Peut-être juste pour répondre en même temps, et je vais peut-être avoir besoin de notre gérant aussi, j'ai noté quelques-unes de vos questions. Alors, il y avait durée d'investissement. Donc là, oui, on est sur un produit déjà où nous, on ne voit pas vraiment de point d'entrée, puisqu'il y a toujours des opportunités à l'achat et des opportunités sur de la vente à découvert. Donc, la durée d'investissement, et c'est celle qui est écrite dans notre prospectus, c'est 3 à 5 ans. Et si vous regardez, ça répond à une autre question sur nos performances. Si vous prenez toutes les périodes de 3 ans versus notre indice de référence, on le bat. Donc, ça veut dire qu'on est capable de générer de la performance au-dessus du marché de notre indice de référence sur l'ensemble des périodes. Si vous découpez en période de 3 ans ou 5 ans notre fonds, à chaque fois, il surperforme son indice de référence. Les positions en temps réel. Alors, comme vous le disiez Laurent, pour des raisons de confidentialité, non, c'est notre portefeuille et long et short n'est pas visible en temps réel par les particuliers. Par contre, tous les mois, si vous allez sur notre site ou Bourse Direct, vous avez les rapports mensuels du fonds et donc vous verrez le top 10 des positions qui est disponible. Donc, on communique sur les plus grosses positions, les 10 plus grosses positions faisant en règle générale déjà plus de 30% du fonds. Après, il y avait une question peut-être pour le gérant sur pourquoi Vivendi. Alors, Vivendi, c'est une société qu'on connaît très bien. On a été actionnaire de nombreuses années, plusieurs fois sur les 10 dernières années. Pourquoi Vivendi aujourd'hui? Parce que tout simplement, on pense que le titre traite à une très forte décote par rapport à ses différents actifs. Et la société a annoncé qu'elle allait, a priori, en tout cas, étudier l'éventualité de se séparer en 3. Et cette séparation en 3 va cristalliser cette valeur qui est dans le groupe actuellement. Donc, pour vous donner une idée, aujourd'hui, le titre vaut à peu près 9,80, on va dire. On estime à minima que la valeur de ces actifs par appartement, comme on dit, est de 16 €. Donc, ça nous laisse encore beaucoup d'upside. Je vois une question, avez-vous des fonds pour le PEA? Alors, donc, comme je le disais, on ne peut pas faire la vente à découvert sur un plan d'épargne action sur le PEA. Par contre, oui, pour profiter de notre poche longue, qui est la même, avec le fonds BDL Conviction, qui est éligible au PEA. Peut-être une question pour Laurent. Sur notre indice, on revient sur notre indice de référence qui ne tient pas compte des dividendes, si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, le sujet et pourquoi on prend cet indice-là, hein, c'est parce qu'on a à la fois une position longue, où là on touche les dividendes, hein, comme sur un fonds long only, et la poche short paye les dividendes. Donc en fait, si vous avez 100 en long et 100 en short, finalement vous n'allez pas recevoir de dividendes puisque les dividendes short vont compenser les dividendes longs. Donc c'est pour ça que pour nous, compte tenu de ce qu'est ce produit-là, c'est plus classique de le comparer à un stocks sans dividendes réinvestis. Mais je suis d'accord avec vous, dès que c'est un produit long only, comme on appelle, donc BDL Conviction par exemple, obligatoire, pour être honnête, de le comparer à un stock 600 dividendes réinvestis. Voilà, donc si vous regardez sur Bourse Direct, notre fonds BDL Conviction, qui est notre fonds long only, bien sûr, son indice de référence, c'est le stock 600 dividendes réinvestis. Les instruments financiers sur le short, on y a répondu. Quel avenir pour Valeo? Alors Valeo, c'est dommage, on n'a pas pu mettre tous les slides, mais on aurait pu vous montrer un petit peu plus en détail. Mais on pense deux choses sur Valeo. Un, on pense qu'ils ont un problème justement à l'inverse de Saint-Gobain de pricing power. Ils ont plusieurs produits qui sont un petit peu des produits basiques qui se font concurrencer. Deuxième problème, c'est qu'ils ont besoin d'investir dans l'électrique, dans les produits pour les voitures électriques, mais ces produits-là
sont moins bien margés que les produits thermiques. Donc, à chaque fois qu'ils grossissent en électrique, ils baissent en marge. Troisième point d'attention, c'est la comptabilité de Valeo. Faites attention pour deux raisons. Valeo a tendance à capitaliser ce qu'on appelle sa recherche et développement, donc ça fait gonfler un petit peu artificiellement les marges. Et de même, chaque année, il y a des frais de restructuration chez Valeo, que l'entreprise vous dit que c'est des frais temporaires, mais en fait, ils se révèlent chaque année. Donc, en fait, quand on fait les retraitements comptables, comme on le fait, pour vous donner une idée, la marge réelle de Valeo, selon nous, c'est seulement la moitié de la marge affichée. Troisièmement, n'oubliez pas que Valeo a beaucoup de dettes suite à l'acquisition de Siemens Valeo, 3,5 milliards d'euros de dettes au bilan, et c'est une société qui génère très peu de cash flow. En 2024, par exemple, on attend à peine, même pas 200 millions de free cash flow pour 3,5 milliards de dettes. Donc attention, le bilan est tendu aussi. Donc finalement, marchés finaux compliqués, manque de pricing power, comptabilité un petit peu optimisée, voire agressive, et dette au bilan importante. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on a une position short sur le titre et à voir comment les résultats de la société se développent au courant de l'année. Alors, j'aime bien cette question. Vous devriez avoir le double de performance. Peut-être c'est intéressant. Alors, dans un monde idéal, peut-être tu veux répondre, Laurent. Le double de la performance pour Rempart? Ouais, les dividendes plus les shorts, donc si tout paye, dans un monde idéal. Vous avez raison, vous avez entièrement raison. C'est vrai que la poche longue est censée générer de l'alpha par rapport à l'indice elle-même, et la poche short par rapport à l'indice elle-même aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Et quand ça fonctionne, c'est formidable. On l'a vu en 2022, Olivier l'a dit rapidement, mais vous avez des marchés actions qui baissent de 10%, BDL Rempart fait plus 14%. C'est impossible de faire ça jusqu'avec un fonds long only. Bon, une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est que c'est très difficile, déjà, sur juste une poche longue, de faire de l'alpha tous les ans. Vous le voyez bien avec les autres fonds que vous pouvez avoir en portefeuille. Et donc, c'est encore plus dur de faire tous les ans à la fois de l'alpha sur le long et à la fois de l'alpha sur le short. Donc, nous, on a montré très rapidement, mais sur 18 ans d'existence, on a dû faire de l'alpha, ou 16 ans d'existence, 13 ou 14 années. 14 années sur le long et sur le short. 13. Voilà. Donc, on n'a pas réussi tous les ans. Vous voyez qu'on a réussi relativement souvent. Je rappelle une chose, les performances passées ne préjugeant rien des performances à venir, que les valeurs citées ne constituent ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à un investissement ou à un arbitrage. C'est la gestion c'est la gestion de BDL qui, voilà, c'est ce qu'ils font, et on va pas répondre non plus à la question telle valeur dans mon portefeuille, ce qu'ils en pensent, si c'est short ou si c'est long. Je vois BDL Conviction est coté 3 500 €, c'est un peu lourd pour acheter. Alors, on n'est pas obligé d'acheter une part. Hein. C'est disponible à partir, selon les plateformes, à partir de 10 ou 100 €. Donc, on peut avoir moins d'une part dans son portefeuille PEA. Sur quel compte détenir BDL Rempart? BDL Rempart, donc lui n'est pas éligible au PEA, le long short, et il est disponible sur de l'assurance vie. Il peut être sur un compte titre, une assurance vie ou un compte titre aussi au Luxembourg. Voilà, il est disponible sur beaucoup d'autres produits, mais pas le PEA. J'avais une question, moi, qui achète BDL Rempart, institutionnel, particulier? Quelle est votre proportion par rapport à ça? On a toute typologie de clientèle. Nous, historiquement, on s'est construit beaucoup avec une clientèle institutionnelle, donc banque, assureurs, mutualisme. On travaille beaucoup aussi avec les conseillers en gestion de patrimoine et les plateformes aussi comme Bourse Direct. Donc, la clientèle privée peut être investie depuis 2005 sur BDL Rempart. Et c'est un fonds qui est, pour ceux à qui ça parle en termes de risque, il est SRI 3. Donc voilà, c'est un fonds qui peut être destiné à beaucoup de gens et à beaucoup de types de profils, qu'on soit prudent, dynamique ou équilibré. C'est une brique, vu qu'elle est décorrélante, on vous l'a montré, elle est décorrélée du marché action ou obligataire. C'est une brique qui peut rentrer dans beaucoup de types de profils différents. J'ai vu une question sur la Chine. Oui, alors j'ai juste sur les… Nous, ce qu'on aime chez des personnes qui ont des convictions, et là, je pense qu'il n'y a pas plus que vous qui avez des convictions sur les marchés, parce que vous avez des convictions à l'achat, mais sur le short, et donc ça c'est super. De bien comprendre le fait de short, effectivement, ça peut un peu limiter la performance ou concentrer la performance, et ça va plutôt sur des clients dynamiques qui cherchent un peu à sortir du marché tout en étant dans le marché, un petit peu aussi. Est-ce que ça peut correspondre un peu à ça?
sur des points hauts de marché comme on pourrait avoir aujourd'hui, ou des clients particuliers qui aussi cherchent une performance absolue sur la durée, dans une allocation d'un portefeuille un petit peu plus prudent. Votre fonds serait plutôt bien accueilli dans un portefeuille d'allocation prudente? Oui, alors, il y a deux choses très intéressantes dans la question. La première, sur l'exposition marché. Donc, on ne l'a pas dit, mais par exemple, en ce moment, le fonds BDL Rempart a une exposition de 55% au marché. Donc, ce n'est pas 100%. Si le marché baisse fortement, même si on ne générait pas d'alpha, on baisserait moins que le marché. Deuxième chose, à mon avis, c'est le gros intérêt de ce produit, c'est comme il y a du long et du short, on n'a pas besoin de se poser trop de questions sur, attention, le marché sur un point haut, sur un point bas, est-ce que je dois acheter maintenant ou vendre maintenant? Ce qui est important pour la performance de BDL Rempart, et on vous l'a montré, c'est le graphe. Est-ce qu'il y a au sein du marché de la dispersion, des valeurs pas chères et des valeurs très chères? Tant que vous avez ça, c'est un bon terrain de jeu pour BDL Rempart. Pas besoin de se poser trop de questions sur le marché. Et troisième chose, c'était sur l'allocation. Oui, l'allocation dans un profil un petit peu plus prudent Alors, pour tout vous dire, c'est en 2005, si on a créé BDL Rempart, c'était pour ça. Ouais. C'était pour gérer l'épargne des fondateurs, avec l'idée de se dire, faut être exposé au marché action puisque c'est la meilleure classe d'actifs sur le long terme, mais c'est très volatile. Si jamais j'ai besoin de cash à un moment, j'ai pas envie que les marchés soient 30% plus bas. Donc, je crée BDL Rempart pour amortir les baisses du marché et quand même profiter de la classe d'actifs action. C'était vraiment la raison de la création du produit en 2005. D'accord. On avait deux questions qui étaient plus sur l'actualité aussi. Comment vous anticipez ou qu'est-ce qui peut se passer sur les élections américaines qui vont arriver, sur la tension en Chine, sur la Corée, et on a déjà le passé avec l'Ukraine, l'inflation, l'actualité donc ça donne de la volatilité normalement. Ça donne de la volatilité, donc ce qui donne de la volatilité est bon pour nous parce que ça donne des opportunités. Peut-être un mot sur la Chine. Nous, ce qu'on entend des sociétés, et on a encore eu des sociétés pas plus tard qu'hier, etc., c'est qu'il y a toujours sur l'investissement chinois, il n'y a pas de rebond. On l'a vu encore avec des contacts qu'on avait en Chine en fin d'année, notamment sur le luxe. Il n'y a pas de rebond pour l'instant du consommateur chinois. Là où vous aviez des queues énormes à l'extérieur des boutiques type Cartier, Vuitton, etc. en Chine, aujourd'hui, il n'y a plus de queue. Donc, pour l'instant, la Chine, elle pâtit malheureusement de l'éclatement de sa bulle immobilière qui était énorme et il faut qu'il digère ce sujet-là. Donc, pour l'instant, pas de rebond là-dessus. Ensuite, sur les élections américaines, honnêtement, on n'a pas d'avis tranché à ce stade. On va voir comment ça se développe. Pour nous, ce qui est important pour les marchés financiers, c'est avant tout la politique monétaire de la Fed qui va rentrer dans un cycle expansionniste. Si vous regardez historiquement les élections américaines, on en parle beaucoup, mais c'est rarement un gros moteur de performance dans un sens ou dans l'autre des marchés. Pourquoi on n'a pas d'action US? Alors pourquoi on n'a pas d'action US? Simplement parce que notre métier, notre expertise qu'on a développée depuis 15 ans, c'est sur les actions européennes. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé. Olivier l'a dit, mais un point très important dans ce qu'on fait, on a peu de valeurs en portefeuille, on en a une trentaine seulement. Donc pour nous, c'est des convictions. Et ce qui est très important, c'est de rencontrer et de connaître le management. Et c'est plus facile de nouer des relations intimes avec le management en France, évidemment, mais dans d'autres pays européens, qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant, notre expertise est européenne. Caractéristiques, les frais de gestion on est à 2,25 et puis après, je vous laisse peut-être vous référer directement au prospectus parce qu'on a différentes parts en fonction des montants à investir. Donc, en fonction du montant, la part peut être différente, mais sur la part retail, normalement, la part C, vous êtes à 2,25 de frais de gestion. Très bien. Ça, c'est important ça. Est-ce que la détention des parts dans BDL Conviction ou Rempart signifie la détention de titres dans les sociétés constituant ces fonds? Alors, par transparence, oui. C'est-à-dire que vous avez une part dans BDL Rempart et donc l'argent dans BDL Rempart est actionnaire de ces entreprises. Donc oui, in fine, c'est l'équivalent d'être actionnaire des entreprises qu'on a en portefeuille. Je
j'avais pas d'autres questions, moi. Non, j'étais bien, pas de questions, moi. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Alors, dans BDL Rempart, je ne vois que 5 lignes. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur le site de Bourse Direct. En tout cas, si vous allez dans notre rapport mensuel, vous verrez les 10 premières lignes du portefeuille. Donc ça, suivant les plateformes et les sites sur lesquels vous le voyez, suivant l'agrégateur de données qu'ils utilisent, vous ne verrez peut-être que le top 3, le top 5 des positions. En tout cas, réglementairement, vous verrez le top 10 des positions qui va fluctuer. Et aussi, les frais, il n'y a pas de frais de souscription sur les fonds BDL, de BDL chez Bourse Direct. Donc ça fait partie de notre sélection à 0%. Alors, gérez-vous des fonds actifs uniquement en short? Non. On a soit un fonds long only, BDL Conviction, soit le fonds long short BDL Rempart. Des investissements sur les foncières? Non, on n'a pas actuellement d'investissement sur les foncières. Ça a pu nous arriver d'en avoir en long ou en short, plutôt en short d'ailleurs, mais on n'en a pas actuellement. Là, peut-être je vous laisserai vous référer au prospectus. La différence entre BDL Conviction par C et par I, il y a légèrement moins de frais sur la part I, qui est une part institutionnelle, donc avec un montant minimum d'investissement bien plus élevé que sur la part C. Et chez Bourse Direct, on référence les parts C, retail, principalement. Et si vous voulez des parts différentes, il faut nous téléphoner. Qui est actionnaire de BDL? Alors, c'est très intéressant. On est, comme vous l'avez vu, un peu moins de 40 personnes. On a 2 fondateurs qui sont majoritaires au capital et le reste appartient à l'intégralité aux salariés. Donc, on a aussi, on est complètement indépendant dans nos choix d'investissement puisqu'on n'a aucun autre actionnaire que les 2 fondateurs et les salariés. Et entre 20 et 40% de notre rémunération, nous, au commercial ou à la gestion, est réinvesti dans les fonds. Donc, on est aussi également investi à vos côtés dans ces fonds. Et donc, quand ça performe, on est avec vous. Et quand ça sous-performe, on a tout intérêt aussi à recréer de la performance puisqu'on est investi à vos côtés. Alors, quand vous dites préparer l'été, quelle sera votre stratégie pour cette période d'après? Investir en long majoritairement ou en short? Bon, on n'y est pas encore, donc on va s'adapter au fur et à mesure. Ça va dépendre en partie de comment évoluent les marchés sur la première partie de l'année. Si le trou d'air fait que les marchés baissent, ce sera parfait et on augmentera la poche longue. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Vous avez une très forte hausse du marché, vous avez vu en fin d'année. Là, on commence de manière beaucoup plus calme, je dirais. Donc, ça pourrait nous donner des opportunités d'augmenter la poche longue. Ce qui serait logique, hein. Si la valorisation reste intéressante et que le trou d'air est passé, on augmentera l'exposition au marché probablement. Ok, c'est là. Moyen-Orient. Tension au Moyen-Orient. Alors, c'est quelque chose à la fois qu'on regarde et évidemment, on n'aimerait pas que ça empire. Hein, mais financièrement, si ça devait être le cas, BDL Rempart en bénéficierait probablement. Je suis passé assez vite, mais vous avez peut-être aperçu qu'on a une grosse position dans la poche longue sur l'énergie, 13-14% du portefeuille. Une des raisons, c'est justement ça, c'est se couvrir, se protéger si jamais le conflit empire. Ça voudrait dire qu'a priori, les matières premières comme le pétrole devraient monter. Et donc, on a par exemple du Total Energy ou du Equinor, qui est le Total norvégien. Et donc, les prix du baril devraient monter et ces producteurs devront en bénéficier fortement. Donc, la position sur l'énergie, ça nous protège contre ce conflit israélo-palestinien. Voilà. La part A, part C, comme Nicolas vous l'a dit, vous pouvez être investi sur la part C sur BDL Rempart, qui est la part pour les clients intermédiaires, le retail. Y aura-t-il une crise de l'euro? Alors, je pense que pour ceux qui étaient là à l'époque, la crise, on est passé tout près d'y rester, c'était 2012, si vous vous souvenez, notamment déclenché par les problèmes de la dette grecque.
Je pense qu'à ce stade, on n'a pas de sujet. Comme on l'a vu, la Banque centrale européenne, si elle le souhaite, peut baisser les taux. Elle a de la marge de manœuvre. Le système bancaire est beaucoup mieux capitalisé qu'avant. On ne l'a pas vu pareil, mais on a 15%, 13% sur les bancaires. La raison principale, c'est que le système bancaire européen, aujourd'hui, c'est 3 fois plus de fonds propres qu'en 2008 au moment de la crise. De plus, comme les taux sont remontés, les banques gagnent de nouveau beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de risque systémique et donc, a priori, pas de crise sur l'euro. Très bien, super. Écoutez, merci beaucoup pour ce webinaire. On vous remercie tous aussi. Je vous souhaite, on est encore le 18 janvier, une bonne année 2024 à vous tous. Et une dernière question. Merci beaucoup. Merci, bonne année. À vous aussi. Merci à tous. Merci à vous et bon déjeuner. Merci. Merci, au revoir.